Donc, bonjour tout le monde, si je ne vous ai pas déjà dit bonjour. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Vigeras de l'université Paris-Dauphine, qui va nous parler de la structure des ensembles d'équilibre de Nash, de jeux à paiement entier. Voilà, Guillaume, la parole est à toi. Si les gens veulent poser des questions, ils peuvent le faire à travers le chat et peut-être, puisqu'on n'est pas nombreux, intervenir directement et avec modération. Voilà. Vas-y, Guillaume. Merci Jérôme, j'espère que vous m'entendez bien. Donc merci beaucoup pour l'invitation et oui, je confirme que n'hésitez pas à m'interrompre à l'oral directement, ça me pose pas de problème. Donc oui, je vais vous parler de structure d'ensemble d'équipes de jeux d'équipes de nage pardon, de jeux à paiement entier et de certaines conséquences en théorie de la complexité. Donc quelques rappels tout d'abord. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jeu fini? Donc, dans tout l'exposé, tous mes jeux seront des jeux statiques, donc il n'y aura pas du tout de composants dynamiques, ce sera des jeux en un coup. Et ce seront des jeux finis, donc, dans lesquels on a n joueurs, qui sera toujours plus grand que 2 et en général plus grand que 3. Et pour chaque joueur, on a un ensemble d'actions qui sera toujours fini et d'un certain cardinal. Et donc, le jeu est défini par ses fonctions de paiement. Donc, chaque joueur possède une fonction de paiement que je noterai GI, qui va du produit des actions dans R. Et en fait, assez souvent, comme je vais parler de résultats de complexité, j'aurais besoin, pour pouvoir dire des trucs intéressants, que le jeu soit à paiement entier, donc à valeur dans Z. Donc quand je dirais paiement entier, ce sera toujours paiement entier relatif. Donc comment le jeu se déroule? Les joueurs choisissent simultanément une action, donc on les autorise à randomiser. Donc ils choisissent simultanément et indépendamment les uns des autres une probabilité sur leur ensemble fini d'actions. Donc un truc qui est dans un simplex de taille KI, de dimension KI, et ils maximisent leur espérance de vie. Le concept fondamental de solution, c'est celui d'équilibre de Nash. Donc on a un NUplay de chacun des XI lui-même, c'est quelque chose qui est dans un simplex, qui est un équilibre de Nash si, pour chaque joueur, ce qu'il joue est en meilleure réponse à ce que font les autres, c'est-à-dire c'est dans l'argmax de sa fonction de paiement, étant donné les stratégies mixtes, aléatoires, des autres joueurs. Donc on note l'ensemble de tous les équilibres de Nash pour un jeu donné gamma, on va appeler ça EN de gamma, et l'ensemble de tous les paiements d'équilibre de Nash, donc c'est le vecteur de paiement des différents joueurs dans un équilibre de Nash, l'ensemble de tous ces vecteurs possibles d'équilibre de Nash pour un jeu donné, on va appeler ça PEN de gamma. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en toute généralité de ces ensembles d'équilibres et de paiement d'équilibre? Donc, alors, il est bien connu qu'on peut écrire comme ça l'ensemble des équilibres de Nash d'un jeu. Donc, c'est l'ensemble des X qui sont dans un produit simplex, comme on l'a dit, tel que pour tout joueur, et pour chacune de ces actions, soit il ne la joue pas, soit il la joue avec probabilité 0, soit il lui donne un bon paiement. Qu'est-ce que ça veut dire, il lui donne un bon paiement? Il lui donne un paiement qui est le même que le paiement qu'il a actuellement. D'accord, ça revient à dire qu'il n'a pas de déviation profitable, c'est facile à montrer ça par linéarité de GI. Et l'ensemble des paiements d'équipe de Nash, c'est évidemment l'image de cet ensemble-là par la fonction, la fonction paiement de chaque joueur. Donc ça va être quelque chose qui va être dans un espace de très grande dimension. En général, ça va dépendre du nombre d'actions des joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui va être dans Rn, où N, c'est le nombre de joueurs. Donc ces ensembles, c'est très facile de voir qu'ils sont toujours compacts. C'est pas facile, mais c'est vrai qu'ils sont toujours non vides. Ça, c'est à cause du théorème de Nash qui dit exactement que cet ensemble-là est non vide. Et on peut vérifier qu'ils sont semi-algébriques. Donc je vais rappeler d'abord ce que ça veut dire semi-algébrique. Donc un ensemble est semi-algébrique si on peut l'écrire comme une union et une intersection finie d'ensembles de cette forme-là. Donc, c'est des ensembles qui font intervenir des polynômes à plusieurs variables et des inégalités strictes ou larges. Enfin, strictes ou larges. Donc, clairement, à cause de cette forme-là, oui, pardon, et je dirais que les ensembles sont Z semi-algébriques si, en plus, ces polynômes-là, au lieu de les prendre dans R de x1 xn, je les prends dans Z, avec des coefficients. Donc, c'est clair que l'ensemble des équilibres de Nash est semi-algébrique, essentiellement parce que j'ai des égalités ici, donc c'est pareil que des inégalités, enfin, un couple d'inégalités. Et puis, ces trucs-là, c'est des polynômes, puisque c'est multi-affine.
Et c'est encore vrai pour l'ensemble des paiements d'équilibre de Nash, parce que d'après un théorème de Tarski-Seidenberg, l'image d'un ensemble semi-algébrique par une fonction polynomiale, comme là ici G, reste semi-algébrique. Voilà, donc ça, c'est, on pourrait dire, des conditions nécessaires pour être l'ensemble d'équilibre ou de paiement d'équilibre d'un jeu. Il faut toujours être compact, être non-vide et être semi-algébrique. Et d'être Z semi-algébrique si jamais mes paiements, mon jeu était à paiement entier, et que donc ici, là-dedans, il n'y a que des entiers qui interviennent. Donc on peut se demander, on peut se poser la question du problème inverse. D'accord. Donc on a en entrée maintenant non plus un jeu, mais un ensemble de dimension finie. Et on se demande à quelles conditions est-ce qu'on peut l'écrire comme l'ensemble des équilibres ou l'ensemble des paiements d'équilibre d'un jeu fini à déterminer. Et donc, on va montrer des réciproques, dont j'en cite tout de suite. Je donnerai plus de détails par la suite, mais j'en cite tout de suite une parce qu'elle est très simple à énoncer. Donc, si on suppose qu'il y a au moins 3 joueurs et que je prends un ensemble dans Rn, alors cet ensemble, je pourrais l'écrire comme ensemble des paiements d'équilibre d'un certain jeu à n joueurs, si et seulement si il vérifie en fait les 3 conditions nécessaires du slide d'avant, c'est-à-dire s'il est non vide, compact et semi-algébrique. Et si j'ai envie de l'écrire comme ensemble des paiements d'équilibre d'un jeu à paiement entier, bah, il faudra que je remplace semi-algébrique par Z semi-algébrique. Et encore une fois, c'est une réciproque dans les deux cas, hein, que ce soit dans Z ou dans R, c'est une réciproque totale à side. Voilà. On a besoin que n soit au moins égal à 3, donc ça j'expliquerai plus tard pourquoi. Donc c'est une réciproque dans le cas des paiements d'équilibre, et elle est totale dès que n est plus grand ou égal à 3. Donc ce que je vais faire jusqu'à présent, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ce que je vais faire dans… Ah oui, pardon. Pourquoi est-ce que… Donc, quelles sont les motivations bon, alors déjà, je trouve ça joli comme problème, mais je pense qu'il y a d'autres intérêts que ça. Premièrement, ce que ça dit, d'une certaine manière, c'est qu'il y a une équivalence entre l'ensemble des paiements d'équilibre d'un jeu fini et les ensembles semi-algébriques, des ensembles qui vérifient des systèmes de contraintes polynomiales. Et en particulier, un truc qui est, je trouve, assez rigolo, c'est que si je regarde un ensemble semi-algébrique et je me demande s'il est non vide, mettons qu'il soit compact. Je prends un ensemble semi-algébrique compact et je me demande s'il est non vide. Et ben, il est non vide si et seulement si je peux l'écrire comme l'ensemble des paiements d'équilibre d'un jeu fini. Donc, d'une certaine manière, être l'ensemble des paiements d'équilibre d'un jeu, c'est une espèce de certificat canonique de non-vacuité pour les ensembles semi-algébriques compacts. Une autre motivation, c'est que je vois une analogie assez forte avec, par exemple, le lien entre les fonctions convexes et les ensembles convexes. Donc, on sait bien qu'il y a plein de liens entre les fonctions convexes et les ensembles convexes. Pour voir certaines propriétés sur une fonction convexe, on peut regarder son épigraphe, des choses comme ça. Et une application, par exemple, en optimisation, c'est que si je veux minimiser une fonction convexe avec des contraintes convexes, bah, je peux le faire dès que je sais minimiser une somme de deux fonctions convexes sans contrainte. Bah là, ça a des applications un peu du même ordre. Si je veux minimiser quelque chose sur un ensemble semi-algébrique, bah, je peux réécrire ça complètement et de manière complètement constructive comme un certain problème d'optimisation qui porte maintenant sur un jeu. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Et une dernière chose, j'en parlerai plus en détail dans les slides qui vont venir, c'est que ça va impliquer qu'il y a certains problèmes de décision en théorie des jeux. Donc un problème de décision, c'est une question dont la réponse est oui ou non. Donc typiquement, pour un jeu, je ne sais pas moi, est-ce que ce jeu il a un équilibre de Nash qui donne un paiement positif à tout le monde? Voilà, ce genre de questions. Bah, ce genre de questions, donc ce que je vais vous raconter en termes de structure des ensembles d'équilibre, va avoir des implications sur la complexité de ce genre de problème de décision et sur le fait que la complexité est très différente dans le cas de 2 joueurs et dans le cas de au moins 3 joueurs. Voilà, donc je vais commencer par faire un rappel de ce qui se passe quand il n'y a que 2 joueurs. Donc ça, c'est des choses connues depuis longtemps. Mais ça va servir un peu de benchmark pour ce que je vais raconter par la suite dans le cas de 3 joueurs ou plus. Alors, donc qu'est-ce que je peux dire des ensembles d'équilibre, des ensembles de paiement d'équilibre, ce genre de choses dans le cas de jeu à 2 joueurs? Alors, pas de jeu à 2 joueurs à somme nulle, de jeu à 2 joueurs et à somme non forcément nulle. Donc, si je prends, donc, je suppose, je ne l'écris pas à chaque fois, mais je suppose tout le temps qu'il n'y a que 2 joueurs dans cette partie. Donc, premièrement, si j'ai un jeu à paiement entier, il y aura au moins un équilibre dans lequel tous les joueurs jouent chaque action avec une probabilité rationnelle.
Et de la même manière, il y aura au moins un équilibre dans lequel tous les joueurs ont un paiement rationnel. Donc, je ne mets pas de référence parce que c'est très connu. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout dur à montrer. C'est juste en fait que si vous avez un système d'équations affines, si elle a une solution dans le Q, quoi. Voilà. Et réciproquement, en fait, c'est pas dur non plus. Si on vous donne un couple de rationnels, on peut construire un jeu à 2 joueurs et à paiement entier qui a un équilibre dans lequel le paiement est exactement ce couple de rationnels. Et en fait, on peut même s'arranger pour que ce soit l'unique équilibre. Donc, il y a une espèce de bijection, je ne sais pas comment dire, entre Q2 et les jeux. Enfin, non, ce n'est pas une bijection. Il y a un lien entre Q2 et les jeux à paiement entier et à 2 joueurs. Et si je ne m'intéresse pas uniquement à juste un équilibre, mais j'essaie de caractériser l'ensemble de tous les équilibres, l'ensemble de tous les paiements d'équilibre, plutôt. Donc, si je regarde un ensemble et je me demande à quelles conditions c'est l'ensemble des paiements d'équilibre, de tous les paiements d'équilibre de Nash d'un certain jeu à 2 joueurs, et ben, dans ce cas-là, les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure de semi-algébricité, compacité, non-vacuité, elles ne sont pas suffisantes. Il faut beaucoup plus. Hein. Ça va marcher si et seulement si on est une union finie de rectangles. Donc, ce que j'appelle rectangle, c'est quoi, hein? C'est un ensemble, enfin, c'est un rectangle droit. C'est un produit de 2 intervalles. D'accord? Donc, si je prends un ensemble du plan qui est une union finie de rectangles, eh ben, je peux construire de manière complètement explicite un jeu tel que cet ensemble est le paiement des équilibres de Nash de ce jeu. Et si je veux que mon jeu soit paiement entier, il faut que je rajoute comme hypothèse que les extrémités de mon rectangle sont des rationnels. Donc ça, c'est démontré par l'erreur Solane et tout ça il y a une dizaine. Voilà, donc ça, c'est une structure assez simple. Là, tu obtiens seulement des unions finies de rectangles parce que tu es en train d'imposer que ce soit 2 joueurs, c'est ça? Exactement. Tout ça, donc j'aurais peut-être dû le réécrire à chaque fois, mais je suis dans la partie 2 joueurs. Ici. Donc, c'est normal que tu n'obtiens pas n'importe quel ensemble semi-algébrique. Exactement. Parce que tu ne permets pas d'avoir un nombre arbitraire de joueurs. OK, merci. Exactement. J'ai que 2 joueurs et donc c'est très, très contraint et j'ai que très peu d'ensemble. Voilà. Et ça c'est connu depuis 10 ans. Et alors, j'allais dire une conséquence de complexité, en fait, c'était démontré bien avant, mais on pourra le démontrer avec le résultat de structure, c'est que typiquement, les problèmes de décision concernant des jeux à 2 joueurs à paiement entier vont être NP complet. Donc, je vais réexpliquer ce que ça veut dire avec NP complet vite fait dans les slides qui arrivent. Mais si je prends des problèmes de décision complètement naturels, du genre ce jeu possède-t-il au moins 2 équilibres de Nash? Si je demande est-ce qu'il possède au moins un équilibre de Nash, la réponse est toujours oui. Mais si je demande est-ce qu'il possède au moins 2 équilibres de Nash, c'est pas évident. Et donc, répondre à cette question-là, c'est NP complet. Pareil, c'est de demander est-ce qu'il y a un équilibre de Nash qui donne un paiement positif à chaque joueur, un paiement positif au joueur 1, dans laquelle tous les joueurs jouent leur première action avec probabilité nulle, dans lequel tous les joueurs jouent leur première action avec probabilité strictement positive. Voilà, tout ce genre. En gros, tous les problèmes de décision non triviaux auxquels vous pouvez penser, bah, typiquement, ils vont être dans une classe de complexité bien connue qui est la classe NP, des problèmes NP complets. Donc, qu'est-ce que c'est c'est dû à Guilbois et Zemel en 80. Donc, qu'est-ce que c'est que des problèmes NP complets? Donc, je vais rappeler ça maintenant. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que des problèmes qui sont dans NP? Donc, un problème de décision. Donc, je rappelle, je ne parlerai jamais de problème du genre trouver un équilibre. Hein, ce ne sera pas ça. C'est toujours des problèmes où dans la réponse est oui ou non. Donc, un problème de décision, il est dans NP si on peut le résoudre en temps polynomial avec une machine de Turing non déterministe. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une machine de Turing non déterministe, ça n'aide pas beaucoup. Donc, je vais donner une définition équivalente qui est peut-être plus parlante et je vais revenir sur les exemples. Donc, je veux qu'il existe un ensemble que j'appelle un ensemble de certificats, grand Y, et puis une machine de Turing. Donc, une machine de Turing, c'est un algorithme. En gros, c'est un truc qui est programmé dans votre ordinateur, qui est elle déterministe. Donc, un algorithme tout à fait classique, qui prend en entrée votre problème, donc votre problème, je l'appelle petit x, et qui prend en entrée aussi un certificat que vous lui donnez, petit y, et qui va vous répondre oui ou non. Entends? Il y a une question? Je sais pas, ou alors il y a de l'écho? Non? Non. Donc, il va vous répondre oui ou non en temps polynomial. Et je veux que la réponse soit cohérente avec le certificat dans le sens suivant. Si jamais le x, la réponse à votre problème sur x c'est non, bah, quel que soit le certificat que vous allez lui renvoyer,
votre algorithme déterministe, là, en temps polynomial, il va vous répondre non, ce certificat ne prouve pas que la réponse est oui. Et si jamais la réponse au problème de départ est oui, bah, il va exister un certificat de taille petite, de taille polynomiale en la taille de x, pour lequel votre algorithme va vous répondre oui, effectivement, ce certificat prouve que la réponse au problème de départ est effectivement oui. Donc, je vais peut-être, soit vraiment clair, revenir sur les exemples ici. Donc, c'est assez clair qu'ils sont dans NP. Hein. Par exemple, regardons peut-être le deuxième. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de trouver un équilibre de Nash donnant un paiement positif à chaque joueur. Ce n'est pas du tout évident qu'on puisse le faire en temps polynomial. Et on peut probablement pas. Par contre, si je vous donne un certificat, donc un certificat ici, ça va être un profil, d'accord, donc une action mixte, une stratégie mixte pour chaque joueur, et je vous prétends que c'est effectivement un équilibre de Nash qui donne un paiement positif à chaque joueur. Bah, vous pouvez vérifier facilement si c'est un équilibre de Nash ou non, ça prend un temps très rapide. Vous pouvez vérifier vite fait si le paiement est effectivement positif, et donc vous allez pouvoir vérifier en temps polynomial si ce certificat est bien valide. S'il vous prouve bien que qu'il existe un équilibre de Nash qui donne un paiement positif à chaque joueur. Et c'est la même chose pour chacun de ces problèmes. OK. Et voilà. Donc ça, c'est la classe de complexité NP. Et en fait, elle contient P. Donc P, c'est les problèmes qui se résolvent en temps polynomiaux, qu'on peut résoudre avec une machine de Turing déterministe. Et en temps polynomial. Et Xprime, c'est les problèmes qu'on peut résoudre en temps exponentiel. Donc, NP, on sait qu'ils sont entre les deux. On sait que P et Xprime, c'est différent parce qu'il y a des trucs qui peuvent se résoudre en temps exponentiel, mais pas en temps polynomial. Mais par contre, il y a au moins une de ces deux inclusions qui est stricte, sans doute les deux, mais personne ne sait le nom. Voilà, donc ça, c'est la classe NP. Mais alors, ici, je vous ai mis NP complet. Donc, ça veut dire NP complet. Donc, pour ça, il faut que j'explique ce que c'est que la réduction en temps polynomial. Donc, on dit qu'un problème de décision A, qui porte sur certains objets, se réduit en temps polynomial à un problème de décision B, qui porte peut-être sur d'autres objets, si je peux me ramener de A à B en temps polynomial. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que j'ai une fonction f que je peux calculer avec un algorithme en temps polynomial, qui prend en entrée une instance de A, c'est-à-dire un problème de A, et qui donne en sortie un problème de B, tel que A de mon problème X va être vrai, si et seulement si B de mon problème f de X est vrai. Donc ça veut dire que résoudre A, c'est au moins aussi simple que résoudre B. Pourquoi? Parce que si je veux résoudre un problème dans A, et que donc j'ai X en entrée, je calcule f de X, ça je le fais rapidement, parce que je peux le faire en temps polynomial. Ensuite, je donne à ma machine qui résout B. Ma machine qui résout B, elle me dit si c'est vrai ou non, si B de f de X est vrai ou non. Et donc, cette machine qui résout B m'a permis aussi de résoudre A, puisque si f de X est vrai, je dirais A de X est vrai, et si B de f de X est faux, je dirais A de X est faux. D'accord? Donc, si A se réduit en temps polynomial à B, ça veut dire que A est au moins aussi simple que B. Donc, on dit qu'un problème est NP difficile s'il est plus dur que tous les problèmes dans NP, enfin, au moins aussi dur que tous les problèmes dans NP. Donc, si tous les problèmes dans NP se réduisent à lui-même. Et symétriquement, un problème, donc il est dans NP, ça veut dire qu'il est simple d'une certaine manière, il est dans NP difficile, ça veut dire qu'il est compliqué d'une certaine manière. Et un problème est NP complet s'il est à la fois dans NP et NP difficile. Donc ça, c'est une classe de complexité extrêmement étudiée, parce qu'on s'est rendu compte depuis longtemps qu'il y avait énormément de problèmes très classiques qui sont NP complets, donc j'en cite quelques-uns. Le problème du voyageur de commerce. Alors oui, c'est les problèmes de décision par oui et non. Donc, quand je dis problème du voyageur de commerce, c'est étant donné un graphe et un entier, est-ce que c'est possible de le parcourir en temps plus petit que cet entier? Des problèmes de satisfaisabilité de formules booléennes, un problème très simple énoncé qui est je donne un ensemble d'entiers, est-ce qu'il y a un sous-ensemble de ces entiers dont la somme est nulle? Des problèmes liés à la recherche de clics dans des graphes, etc. etc. Voilà, donc il y a énormément de problèmes qui sont NP complets, classiques. Et en gros, les problèmes à deux joueurs, les problèmes qui concernent des jeux à deux joueurs, ils vont être aussi NP. Voilà, mais ça, c'est su depuis longtemps. Voilà. Il y a des questions, peut-être? Non?
Donc, dans ce cas, j'ai passé à ce qui est nouveau. Donc, c'est ce qui se passe quand il y a plus de 3 joueurs. Donc, on va voir qu'à la fois, le résultat de structure va être très différent. Ce ne sera plus des rectangles, mais ce sera quelque chose de plus général. Et les résultats de complexité seront aussi très différents. Donc, je vais commencer par une petite revue rapide de littérature. Oui? Non? Alors, premièrement, une grosse difficulté, c'est que, enfin, quelque chose qui change beaucoup et qui est connu en fait, depuis Nash, c'est que quand je prends un jeu qui a plus de 2 joueurs, il n'a pas forcément un équilibre qui donne des paiements rationnels à chaque joueur, ou dans lequel chaque joueur joue chaque stratégie avec une probabilité rationnelle. Par contre, il y aura toujours au moins un équilibre de Nash qui donne un paiement algébrique à chacun des joueurs. Et il y a un résultat inverse, mais qui est que partiel, qui est dû à Bubelis en 79, qui dit la chose suivante. Si je prends un nombre algébrique E, je peux construire un jeu à 3 joueurs et à paiement entier qui possède un unique équilibre de Nash, d'une part, et d'autre part, dans cet équilibre de Nash, le paiement du joueur 1 est E. D'accord? Donc, prenez racine de 2, par exemple, c'est rien, et vous pouvez construire un jeu dans lequel le paiement du joueur 1, dans l'unique équilibre de Nash, c'est racine de 2. Ça ne dit rien du tout de ce qui se passe pour les autres. Alors, maintenant, si je passe à des résultats qui concernent la structure générale des ensembles d'équilibre, des ensembles de paiement d'équilibre, pas juste ce qui se passe pour un seul équilibre. Donc, je rappelle que j'ai dit tout à l'heure que l'ensemble des équilibres ou paiement d'équilibre d'un jeu à 3 joueurs ou plus, enfin, c'est vrai aussi pour 2 joueurs, est toujours non vide, semi-algébrique et compact. Et donc, il y a des résultats inverses connus, mais qui sont que partiels. Donc, je vais passer assez vite fait sur ces résultats. Donc, un résultat dû à Data en 2003 plutôt, pardon, dit que tout ensemble algébrique, donc pas semi-algébrique, algébrique, est isomorphe, donc pour un certain sens d'isomorphe que je n'ai pas envie de préciser, à l'ensemble des équilibres complètement mixtes d'un jeu à 3 joueurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est algébrique et pas semi-algébrique. Ici, c'est complètement mixte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire complètement mixte? Ça veut dire qu'on regarde que ce qui se passe quand les joueurs jouent toute leur stratégie avec probabilité strictement positive. Ce qui fait qu'il va y avoir des égalités et pas des inégalités. C'est pour ça qu'il y a algébrique ici. Et c'est à une certaine isomorphie. Donc, si je vous donne un ensemble algébrique, je peux un peu le transformer et construire un jeu dont cette transformation va être l'ensemble des équilibres complètement mixtes. Un autre résultat, c'est que si je prends, maintenant je passe à semi-algébrique, je prends compact, mais je le prends en plus connexe, et ben, je vais être homéomorphe, donc encore j'aurais besoin de transformer un peu, à une des composantes connexes de l'ensemble des équilibres d'un jeu fixe. Et puis, troisième et dernier résultat, qui est démontré indépendamment par John Levy et par Yannick Viossa et moi-même. Si je prends un ensemble semi-algébrique compact non vide de Rn, et ben, je peux construire un jeu, mais qui n'aura pas n joueurs, qu'il y en aura plus. En fait, il y en aura n, on peut montrer qu'il suffit de rajouter 3 joueurs. Il y aura n plus 3 joueurs. Tel que si je prends l'ensemble des équilibres de ce jeu à n plus 3 joueurs, l'ensemble des paiements d'équilibre de ce jeu à n plus 3 joueurs, et que je prends la projection de cet ensemble sur les n premières coordonnées, sur Rn, et ben, ça va me donner exactement l'ensemble semi-algébrique compact en vide que j'avais donné au départ. D'accord? Donc ça, à chaque fois, c'est des espèces de problèmes inverses, de résultats inverses, mais qui sont que partiels. Hein. C'est toujours modulo quelque chose. Donc, modulo soit une isomorphie ici, homéomorphie ici, et une projection. Au slide d'avant, c'était juste pour un joueur, donc c'était aussi une espèce de projection. Voilà. Donc, ce n'est pas des résultats complets. Une question, là, oui. une question Guillaume. Bien sûr, oui. L'ensemble des paiements d'équilibre du jeu dans Lévy-Viossa Vijral, il y a combien de joueurs? N plus 3, tu as dit? Alors, donc, soit tu peux rajouter que 3 joueurs, soit tu peux rajouter un certain nombre de joueurs, je ne me rappelle plus exactement combien, mais qui n'ont que 2 actions chacun. D'accord, tu peux faire les deux. Mais si tu veux rajouter un nombre fini de joueurs, on y arrivait avec 3 joueurs. Enfin, un nombre borné de joueurs, on y arrivait avec 3 joueurs. D'accord. Mais là, en fait, ce que je vais dire, Jérôme, c'est qu'en fait, on en a besoin de 0. Ah, d'accord. Et supplémentaire, justement.
Donc, c'est des nouveaux résultats inverses. Alors, oui, j'ai un truc qui se met devant mon écran, mais je pense que vous ne pouvez pas le voir. Donc, les nouveaux résultats inverses disent la chose. Là, il y avait une question en chat. Je pense que c'est une question, les paiements sont des entiers. Je crois que non, tu avais dit qu'ils sont… Alors, ici, attends. Ici, non. Dans tous ces trucs-là, alors, si, à part, donc, dans tous ces trucs-là, ce n'est pas des entiers, sauf dans Visual Biosa, où, effectivement, si on rajoute entier, on peut rajouter que le jeu est à paiement entier. D'accord. Enfin, si on rajoute Z semi-algébrique ici, on peut rajouter que le jeu est à paiement entier dans Visual Biosa. Dans les autres, ils ne se posaient pas la question de entier. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai un truc en haut là qui m'énerve. Je ne vois plus les titres de mes slides, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, les nouveaux résultats inverses, donc je vais vous les énoncer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les énoncer. Ensuite, je vais expliquer des conséquences en termes de complexité, pourquoi c'est différent s'il se passe à seulement 2 joueurs. Et ensuite, je vous donnerai des idées de comment on fait pour démontrer et pourquoi c'est vraiment différent à 3 joueurs qu'à 2 joueurs. Donc, un premier résultat, c'est la généralisation de Bubelis, qui lui disait des choses que pour le premier joueur. Donc, si j'ai n plus grand que 3, donc à chaque fois, oui, je ne l'ai pas écrit, mais à chaque fois, il faut supposer que n est plus grand ou égal. Si je prends un vecteur dans AN, où n avec n plus grand que 3, où A, c'est l'ensemble des nombres algébriques, alors je peux construire un jeu à paiement entier et à n joueurs, qui a un unique équilibre, et dans lequel le joueur 1 gagne la première coordonnée de E, le joueur 2 gagne la deuxième coordonnée de E, etc. D'accord. Donc je peux faire en même temps tous les jeux. Ça, c'est ce que je vous énonçais tout à l'heure. Donc, si j'ai un… Donc, je vous ai déjà dit que si j'avais un jeu fini à n joueurs, son ensemble des paiements d'équilibre qui étaient non vides, compacts et semi-algébriques, et bien en fait, l'inverse est vrai. Si je prends un jeu non vide, compact et semi-algébrique, je peux construire un jeu gamma à n joueurs, tel que E est exactement l'ensemble des paiements d'équilibre de ce jeu, sans ajouter aucun joueur, sans faire aucune projection sur quoi que ce soit. Si en plus mon ensemble de départ il était Z semi-algébrique, et ben mon jeu, je peux m'arranger pour qu'il soit à paiement entier. Donc ça, c'est la réciproque donc, qui est complètement totale sur les ensembles de paiement d'équilibre. Si maintenant je regarde les ensembles d'équilibre, donc là c'est plus compliqué, je ne vais pas avoir une réciproque totale, je vais avoir une réciproque seulement partielle, que je vous explique. Donc si E est dans 0,1 puissance n, alors pour une raison technique, il faut que j'ouvre en 1, que je suppose qu'il est non vide, compact et semi-algébrique, alors je vais pouvoir construire un jeu gamma tel que petit e est dans grand E, si et seulement si, je peux trouver un équilibre de Nash de gamma. Donc l'ensemble des équilibres de Nash de gamma, ça va être, il faut que je dise avec quelle probabilité chaque joueur joue chaque action. Donc ça va être quelque chose qui ne va pas du tout être dans R puissance n, ça va être dans un ensemble beaucoup plus gros, ça va être dans un produit de simplex. D'accord? Mais donc j'ai gamma, je regarde l'ensemble des équilibres de Nash de gamma, c'est un truc qui est dans un produit de simplex. Et ça, je le projette sur Rn de la façon suivante. Je regarde uniquement la probabilité avec laquelle chaque joueur joue sa première action. D'accord? Donc, je la projette sur la première coordonnée de chaque simplex. Et je veux que cette projection me donne exactement E. OK. Donc, oui? Une question donc sur la deuxième condition, c'est sur les paiements d'équilibre. Là, il faut vraiment n strictement plus grand que 2, c'est-à-dire le même résultat. Oui, oui, okay. Oui. Partout, là, j'aurais pu le redire, mais je suppose tout le temps que n est plus grand ou égal à 3. OK, merci. Voilà. Donc, en fait, je pense que le résultat le plus intéressant, peut-être, c'est celui du milieu, mais bon, il se trouve qu'on a besoin en fait, des deux autres pour le démontrer. Les deux autres sont des lemmes pour démontrer celui-là. Et plus tard, en fait, je vous expliquerai surtout comment est-ce qu'on fait pour montrer le troisième. Juste un commentaire, bon, je ne Oui. sais pas si, mais c'est marrant parce qu'on aurait envie de dire que l'ensemble des paiements d'équilibre, à cause d'une espèce de théorème de Sarr, ça devrait être un peu mince. Alors, génériquement, alors ça, j'en ai pas du tout parlé, mais en fait, tout ce que je fais, ça va être des jeux très dégénérés. Hein, parce que génériquement, donc en gros, si tu prends un jeu au hasard, enfin pour diverses définitions de générique, un jeu, il a un nombre fini et impair d'équilibre, et donc de paiement d'équilibre.
D'accord, mais D'accord? ouais, oui, d'accord. Donc, si tu prends un jeu au hasard, entre guillemets, son ensemble d'équilibre il sera très simple. Mhm. D'accord? Mais en toute généralité, tu as des jeux qui ont des ensembles d'équilibre très compliqués ou de paiement d'équilibre. D'accord? Juste, si tu veux un exemple, prends un jeu complètement bête où le joueur 1 il décide si le joueur 2 a un paiement de 0 ou 1, et le joueur 2 il décide si le joueur 1 a un paiement de 0 ou 1. Bah, chaque joueur il peut faire ce qu'il veut, ça n'a aucun impact sur son paiement. Oui. D'accord? Et donc l'ensemble des paiements d'équilibre, ça va être un rectangle, enfin un carré. Ça va être le carré 0, 1, 3, 0. Ah oui, oui, c'est multivalué, donc d'accord, ok, Je ne oui. sais pas si ça répond peut-être à ta. Oui, oui, pardon. Ok, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce slide, alors une petite remarque, c'est que en fait, les preuves sont constructives. C'est ce qui est aussi nous. Alors, il y a, dans le Vigera Leviosa, c'était aussi constructif, mais dans les autres trucs précédents, c'était pas constructif, ou en tout cas pas constructif rapidement. Donc les preuves sont constructives et la taille des jeux va être polynomiale en la taille du problème. Alors si je veux ne pas vous arnaquer, il faut que je sois un petit peu plus spécifique quand même. Il y a un souci qui est que répondre est-ce qu'un jeu a au moins un équilibre de Nash, bah, la réponse est toujours oui. Répondre est-ce qu'un ensemble semi-algébrique est vide ou non, la réponse n'est pas toujours oui et la réponse est compliquée. On sait le faire qu'en temps exponentiel. Donc mon algorithme, il ne peut pas du tout, c'est pas possible, enfin, ou alors P égale NP, qui prennent en entrée un ensemble semi-algébrique et qui vous sortent et qui vous sortent tout de suite comme ça un jeu dont c'est les paiements d'équilibre. Parce que s'il le faisait, il serait capable de répondre à est-ce que l'ensemble il est non vide ou pas. Parce que dans un cas, il y arriverait, dans l'autre cas, il dirait j'y arrive. Donc, je vais avoir besoin de certificats du fait que mon ensemble, il est non vide. Donc, en fait, ce que mon algorithme va prendre en entrée, il va prendre donc un ensemble semi-algébrique, que je vais écrire comme union et intersection d'ensemble de cette forme-là, avec des inégalités larges, avec des polynômes qui ont un certain degré et des entiers qui ont une certaine taille. Il va me prendre une borne, qui va être une espèce de certificat de la borne de l'ensemble grand E. Et il va prendre pour chaque joueur en entrée un nombre algébrique EI, qui est donné comme c'est pas un rationnel, je ne le donne pas avec des entiers, je vais le donner comme, je vais donner un polynôme, et je vais dire tel que c'est l'unique solution de ce polynôme dans un certain intervalle. Et ce que je vais construire, en fait, c'est un jeu dont l'ensemble des paiements d'équilibre de Nash, donc là je parle spécifiquement du deuxième problème du SADEP. Je vais construire un jeu tel que l'ensemble des paiements d'équilibre de Nash, ça va être quoi? Ça ne va pas être E, ça va être E intersecté avec moins CC à la puissance n, union mon petit e, mon ensemble, mon nombre E1, E2, etc. Donc celui-là, clairement, il sera compact, non vide, et il sera compact puisque E il est clairement fermé, il sera borné grâce à ça, et il sera non vide grâce à ça. D'accord? Et si E, c'est effectivement un truc qui est dans grand E et que C, c'est effectivement des bornes de E, bah, ce truc-là, ça sera effectivement grand E. D'accord? Donc j'ai un algorithme qui est polynomial, modulo le fait que je lui donne des certificats de bornitude et de non-vacuité. Voilà. Et donc le nombre d'actions par joueur, le nombre de bits des paiements entiers, ça sera des polynômes en tout. Voilà. On va lui donner des problèmes, quoi. Le nombre de polynômes de mon ensemble semi-algébrique, le degré des polynômes, le nombre de joueurs, le nombre de bits de mes différents entiers et le nombre de bits de ma borne. Du coup, ce que je vous ai dit, en fait, c'est que, d'une certaine manière, les ensembles semi-algébriques compacts en bits, c'était exactement les ensembles de paiement d'équilibre de jeu, et qu'on pouvait passer de l'un à l'autre facilement. Du coup, une conséquence, c'est que des problèmes de décision sur des jeux à au moins 3 joueurs, ça va être pareil que des problèmes de décision sur des ensembles semi-algébriques. Donc, une conséquence de ces résultats de structure, c'est que donc, si on a 3 joueurs ou plus, les problèmes de décision, ils vont être typiquement ce qu'on appelle illexistat complet, donc on en parle au slide suivant. Donc, je reprends en gros les mêmes problèmes de décision que ceux qu'il y avait dans le cas de joueurs, mais je suppose qu'il y a au moins 3 joueurs. Par exemple, est-ce qu'il y a au moins 2 équilibres? Est-ce qu'il y a un équilibre qui donne un paiement positif? Est-ce qu'il y a un équilibre qui donne un paiement plus grand que racine de 2? De manière en fait très générale, si je fixe un ensemble semi-algébrique, par exemple, je ne sais pas moi,
sphère de rayon 1,5, un truc comme ça. Enfin non, là je m'en fiche, je suis sur les paiements. Je prends une sphère ou une boule, d'accord. Je me demande, est-ce que ce jeu possède au moins un équilibre qui a un paiement dans cette sphère ou dans cette boule? Et ben ça va être pareil dans la même classe de complexité, ilexistère complet. Voilà. Donc pour certains de ces problèmes, c'était déjà connu avec des méthodes ad hoc. Et en fait, les résultats structure dont je viens de parler le montrent dans des cas assez généraux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classe qu'est-ce que ça veut dire ilexistère complet? Donc, ilexistère, c'est la classe de complexité du problème de décision, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à déterminer si un ensemble semi-algébrique donné par des polynômes à coefficients entiers est vide ou non. Donc, on dira, donc ça, c'est un problème de décision particulier, d'accord? Et je vais dire qu'un problème de décision est dans ilexistère si je peux le réduire polynomialement à déterminer si un ensemble Z semi-algébrique est non. Autrement dit, s'il est plus simple que le problème de décision de décider si un ensemble Z semi-algébrique est non. Et symétriquement, je vais dire qu'un problème de décision, il est ilexistère difficile si, quand j'ai un ensemble, si déterminer si un ensemble Z semi-algébrique est non vide, je peux le réduire polynomialement à A. Donc, si c'est plus compliqué que décider si un ensemble Z semi-algébrique est non vide. Et je vais dire qu'un problème de décision est ilexistère complet si il est les deux à la fois. S'il est à la fois ilexistère et ilexistère difficile, un peu comme pour les problèmes NP complet. Okay. Donc, c'est les problèmes qui ont exactement, d'une certaine manière, la complexité de ce problème-là. Déterminer si un ensemble Z semi-algébrique. Et donc, ce que je vous disais au slide d'avant, c'est que typiquement, dès que j'ai au moins 3 joueurs, les problèmes de décision typiques, donc, ils vont être exactement de la même difficulté que déterminer si un ensemble semi-algébrique est non. Et ça, en fait, c'est un truc qui est a priori plus dur que NP, et puis dans X-Time, et encore une fois, on ne sait rien sur ces inclusions. Enfin, on sait juste que ça, c'est là-dedans. On ne sait rien sur les autres inclusions. Mais bon, probablement que c'est strictement plus grand que NP. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui est beaucoup moins connu que NP, mais je crois qu'il y a un gain d'intérêt pour cette classe de complexité, parce qu'on s'est rendu récemment, enfin, pas moi, hein, mais les gens se sont rendus récemment compte qu'il y avait des problèmes assez connus qui étaient dans cette classe de complexité. Donc, par exemple, le problème de la galerie d'art, on vous donne un polygone non convexe et un certain nombre de gardes, et on se demande si on peut placer ces gardes dans certains points du polygone pour qu'ils voient tout le polygone. Peut-être qu'à chaque point du polygone, il soit vu par au moins un garde. Donc ça, c'est un problème qui est ilexistère complet. Ou un autre problème assez naturel, c'est je vous donne un graphe et je vous demande, est-ce que c'est possible de dessiner dans le plan avec comme contrainte que cette arête, elle doit être de longueur 2, cette arête, elle doit être de longueur 4, etc. etc. Donc ça, c'est un problème aussi qui est ilexistère. Voilà. Alors, j'ai combien de temps encore? 20 minutes à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, peut-être je vais passer ça, je reviendrai dessus à la fin si j'ai le temps. Donc, c'est juste 2 slides pour expliquer un peu pourquoi ces résultats de structure impliquent que la complexité est bien ce que je viens de dire. Plutôt 15 minutes, pardon. 15 minutes, pardon. Ouais. Mais donc raison de plus. Mais bon, je vais passer ça et je vais plutôt essayer de vous expliquer quelles sont les raisons fondamentales qui font qu'on peut montrer les résultats de structure, en particulier pourquoi ça change tellement dans le cas 2, du cas 2 au cas 3, et puis après, ça change plus. Donc, ce que je vais essayer de vous convaincre, de la vérité de cette proposition-là. Donc, la proposition qui est un petit peu plus compliquée à énoncer que celle sur les paiements, mais qui est plus simple à montrer, enfin, peut-être plus simple à expliquer sur des exemples. Donc, je vous rappelle cette proposition. Hein. Donc, il y a un si et seulement si, mais il y a un côté qui est connu. C'est l'autre côté qui va m'intéresser. Donc, le côté qui m'intéresse, c'est quand je prends un ensemble compact non vide dans 0,1 puissance n et Z semi-algébrique, donné par des inégalités polynomiales avec des polynômes à coefficients entiers, je veux construire explicitement un jeu à paiement entier, tel que si je calcule l'ensemble de ces équilibres de Nash, pas paiement d'équilibre de Nash, l'ensemble de ces équilibres de Nash, donc qui est dans un produit simplex, et si je projette ça sur Rn en regardant uniquement la probabilité que chaque joueur joue sa première action, et ben je tombe exactement sur.
Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Alors, pourquoi est-ce que, donc évidemment, qui dit polynôme, puisque j'ai des inégalités polynomiales, donc les inégalités, on voit bien d'où elles viennent. Elles viennent du fait que si je préfère jouer une action plutôt qu'une autre, bah, ça me donne des inégalités. Les polynômes, c'est peut-être moins clair. Pourquoi est-ce que je vais réussir à faire des multiplications et n'importe quelle multiplication, et pourquoi c'est vrai, c'est possible quand il y a 3 joueurs, et ce n'était pas possible quand il y a 2 joueurs. Alors, donc, notons P et J, la probabilité que le joueur I joue sa Jème action. Alors oui, je suis désolé, il y a des problèmes de notation qui sont un peu irrésolubles, c'est que ici, ce I, ce n'est pas une puissance, hein, d'accord? Il y a des moments où je voudrais mettre des trucs au carré ou au cube dans des polynômes, mais ici, PIJ, le I qui est en exposant, hein, ça veut dire que ça correspond au joueur I. PIJ, c'est la probabilité que le joueur I joue sa Jème action. Donc, je suppose que j'ai construit un jeu et que je sais que dans ce jeu, j'ai une action du joueur 1 qui donne un paiement de 1 si et seulement si le joueur 2 joue sa Kayem action. Okay, donc, j'ai construit mon jeu comme ça. Une certaine action qui donne un paiement de 1 si et seulement si le joueur 2 joue sa Kayem action. Sinon, ça donne un paiement de 0. J'ai une autre action qui donne un paiement de 1 si et seulement si J2 joue sa IM action et J3 joue sa JM action en même temps. Et qui donne un paiement de 0,6. D'accord? Donc là, j'ai défini le paiement de 2 stratégies possibles pour le joueur. Et je suppose que pour une certaine raison, j'ai réussi à montrer que dans n'importe quel équilibre, ces 2 actions du joueur 1, elles sont toutes les 2 jouées avec probabilité strictement positive. Bah forcément, si elles sont jouées avec probabilité strictement positive, toutes les 2, c'est qu'elles donnent le même paiement. Sinon, il y aurait une déviation profitable d'un des joueurs. Il faudrait jouer l'une plutôt que l'autre. Quel est le paiement de la stratégie 1? Bah, le paiement de la stratégie 1, vu qu'elle donne 1 si et seulement si le joueur 2 joue sa Kayem action, bah, c'est exactement la probabilité que le joueur 2 joue sa Kayem action. Quel est le paiement donné par cette stratégie-là du joueur 1? Bah, puisqu'elle donne 1 si et seulement si le joueur 2 joue sa IM action et le joueur 3 joue sa JM action, bah, le paiement espéré, ça va être la probabilité que le joueur 2 joue sa IM action fois la probabilité que le joueur 3 joue sa JM action. Donc, le fait qu'on ait construit ces 2 stratégies du joueur 1 et qu'on sache que le joueur 1 les joue forcément à l'équilibre, ça va vous donner des informations, pas du tout sur ce que fait le joueur 1 à l'équilibre, hein, mais sur ce que font les autres joueurs, les joueurs 2 et 3 à l'équilibre. Nécessairement, dans n'importe quel équilibre, je devrais avoir cette relation-là. D'accord? Donc, j'arrive à faire une multiplication. À l'équilibre, il faudra que ce P de K, là, ça soit un produit de ces trucs. Et là, on voit tout de suite hein, pourquoi j'ai besoin de 3 joueurs. Parce que le paiement, d'une part, le paiement du joueur 1, il ne peut pas dépendre de ça. Le paiement du joueur 1, s'il joue son action, une certaine action, il ne peut clairement pas dépendre de la probabilité qu'il joue quelque chose d'autre. Il peut dépendre que de la probabilité que les autres joueurs jouent certaines choses. Et d'autre part, donc j'ai besoin du joueur 1 ici qui sert un peu qui sert à faire une contrainte. Il ne peut pas intervenir là-dedans. Je n'ai pas le droit d'avoir des 1 ici. Et d'autre part, je ne peux pas écrire directement comme ça PK2 égale PI2 fois PJ2. D'accord? Parce que ça voudrait dire ici que j'aurai une action qui donne un paiement de 1 si et seulement si le joueur 2 il joue sa IM action et il joue aussi sa JM action. Le même joueur, d'accord? Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas jouer à la fois 2 actions. Donc ici, je suis obligé d'avoir des joueurs, c'est important que j'ai 2 joueurs différents. D'accord? Donc j'ai besoin d'au moins 3 joueurs pour faire des multiplications. J'ai besoin d'un joueur qui sert à faire des contraintes, le joueur 1 ici, et puis de 2 joueurs distincts qui vont permettre de multiplier une probabilité par 2. Bon, alors là, vous allez me dire, oui, le problème, c'est que moi, j'ai peut-être envie d'avoir des ensembles semi-algébriques dans lesquels j'ai des carrés, par exemple. Pas forcément des produits de x par dy, peut-être des x carrés. Et là, je viens de vous dire que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas faire PI2 fois PI2, par exemple. D'accord? Puisque j'ai besoin d'avoir 2 joueurs différents. Donc, comment est-ce que je vais le faire? Je vais combiner cette idée-là avec une autre idée, qui est que je peux identifier 2 égalités de joueurs différents. Encore une fois, j'ai besoin d'au moins 3 joueurs. Pourquoi? On fait un petit peu pareil. Je suppose que parmi toutes les actions du joueur 1, j'en ai une
qui donne un paiement de 1 si et seulement si le joueur 2 joue sa IM action et 0 signe. J'en ai une autre qui donne un paiement de 1 si et seulement si le joueur 3 joue sa JM action et 0 signe. Et encore une fois, j'admets, évidemment c'est un peu miraculeux, ce n'est pas clair du tout pourquoi je peux l'admettre. Admettons pour l'instant que je sache que dans n'importe quel équilibre, ces deux actions sont jouées avec probabilité strictement positive. Et elles doivent donner le même paiement, encore une fois. Et donc, à l'équilibre, ça veut dire quoi? Vu que le paiement, si je joue ça va être la probabilité que le joueur 2 joue sa IM action, et que le paiement, si je joue ça va être la probabilité que le joueur 3 joue sa JM action, je dois avoir que la probabilité que le joueur 2 joue sa IM action et la probabilité que le joueur 3 joue sa JM action. Encore une fois, j'ai besoin… Donc, ce que je dis, c'est que je peux faire des lignes courbes, enfin des lignes droites, mais pas comme ça ou comme ça. Je peux avoir des trucs comme ça. D'accord? Ce que je ne pouvais pas à 2 joueurs. À 2 joueurs, je vous ai dit qu'on ne pouvait avoir que des rectangles. Je pouvais définir qu'avec je ne sais pas si vous voyez mes mains, mais qu'avec des trucs droits comme ça. D'accord? J'ai besoin, encore une fois, d'au moins 3 joueurs. J'ai besoin d'un joueur qui sert à faire des contraintes, et puis de ce joueur-là et de ce joueur-là, qui sont différents, mais qui vont faire un truc qui va se dessiner comme ça. Et du coup, si je combine ce que j'ai dit ici avec le slide précédent, là j'avais fait une multiplication, puis là je dis qu'avec un autre argument, avec d'autres actions du joueur 1, je m'arrange pour que ça soit égal à ça, je peux m'arranger pour que dans n'importe quel équilibre de Nash, j'ai que la probabilité que le joueur 2 joue sa quatrième action soit égale à la probabilité que le joueur 2 joue sa ième action au carré. Et donc, j'arrive à faire des multiplications même de nombres avec eux-mêmes, avec cette astuce. Et du coup, en itérant ce genre d'argument, je peux faire toutes les multiplications que je veux. Donc, je peux m'arranger pour que, par exemple, d'accord, à l'équilibre, dans n'importe quel équilibre, la probabilité que le joueur 2 joue sa quatrième action, ce soit la probabilité que le joueur 1 joue sa L-ième action au cube, fois la probabilité que le joueur 2 joue sa I-ième action au carré, fois la probabilité que le joueur 3 joue sa J-ième action, et puis un truc du même genre pour une autre. D'accord? Et maintenant, c'est la dernière idée de cette simplification de la construction. Je suppose que parmi toutes les actions du joueur 1, il y en a une qui donne un paiement de 5 tout le temps, quel que soit ce que font les autres. Et j'en ai une autre qui donne un paiement de 1 si le joueur 2 joue sa quatrième action, et qui donne un paiement de 3 si le joueur 2 joue sa m-ième action, et de 0 signe. Ça, je peux, il n'y a pas de problème. Le paiement du joueur 1, il ne dépend pas de si le joueur 1 joue sa m-ième action, il dépend uniquement de ce que fait le joueur 2. Et encore une fois, j'admets que par miracle, on sait que dans tout équilibre, cette action est jouée avec probabilité positive, alors que cette action, elle est jouée avec probabilité nulle. Du coup, cette action, elle doit donner un paiement plus élevé que la première. Sinon, il y aurait une déviation profitable. Donc, ça dit quoi? Ça dit que le paiement de cette action-là doit être plus grand que 5. C'est quoi le paiement de cette action-là? C'est la probabilité que le joueur 2 joue sa quatrième action, plus la probabilité que le joueur 2 joue sa m-ième action. Mais je sais, à cause des constructions des slides d'avant, que dans n'importe quel équilibre, ça ne sera pas vrai pour n'importe quel profil, mais dans n'importe quel équilibre, c'est ce qui m'intéresse, la probabilité que le joueur 2 joue sa quatrième action, elle vérifie forcément ce truc-là. Et la probabilité que le joueur 2 joue sa m-ième action, elle vérifie forcément ce truc-là. Du coup, le paiement que le joueur 1 aura en jouant cette action-là, ça sera exactement ce truc-là. Le paiement, si jamais il joue cette action-là, ça sera 5. Et donc, il faut que ce machin-là soit plus grand que 5, c'est-à-dire qu'on ait ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir à écrire dans le jeu qu'un polynôme quelconque, donc voilà un polynôme quelconque, en plusieurs variables, est plus grand ou égal à 0. Alors, donc là, je vous ai expliqué vite fait, mais c'est plus difficile que ça, parce que, premièrement, là, je vous ai expliqué juste comment faire une inégalité polynomiale. Alors, si on fait des intersections, c'est pas compliqué, mais faire des unions, c'est compliqué. Dire qu'on veut vérifier telle inégalité polynomiale ou telle inégalité polynomiale, ça va être assez compliqué. Et surtout, en fait, le gros problème là, que j'ai complètement passé sous le tapis, c'est qu'à chaque fois, j'ai dit, admettons que l'on sache que dans tout équilibre, ce truc-là est joué avec probabilité positive et celui-là est joué avec probabilité 0. D'accord? Bon, ça, on ne peut pas l'admettre. D'accord? Donc, il faut réussir à construire tel qu'en même temps, on puisse s'assurer que les stratégies qu'on a envie sont jouées avec probabilité positive et les stratégies qu'on a envie sont jouées avec probabilité nulle. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué.
alors, bon, ça, c'était juste pour une preuve plus en détail, mais je savais bien que je n'aurais pas le temps, c'est pas grave. Juste peut-être, pardon, une idée de perspective qu'on peut avoir. Donc là, j'ai parlé que de jeux en un coup. D'accord? Les joueurs jouent une fois et puis c'est fini. Alors, premièrement, on peut se demander ce qui se passe quand je regarde des jeux qui dépendent d'un paramètre. Donc, je prends non plus juste un ensemble semi-algébrique, mais une correspondance semi-algébrique. Donc, une fonction multivaluée, si vous voulez, qui a un vecteur de Rm associé à un ensemble semi-algébrique de Rm. Sous quelles conditions est-ce que je peux construire un jeu, qui va être un jeu avec des paramètres, dans lesquels dans mes cases des matrices, il peut y avoir des entiers, mais soit des entiers, soit des paramètres, à n joueurs. Donc, je veux que les paiements dépendent du paramètre. Et je veux qu'à un paramètre fixé, K, les paiements d'équilibre de nage de mon jeu soient f de K. Ouais, alors j'aurais dû dire que la correspondance, elle s'appelle f. Donc, f, c'est ma donnée. Hein. Donc, je veux construire un jeu paramétré tel que, à l'équilibre, les paiements d'équilibre sont, s'il y a le paramètre K dans ma matrice, et ben, ce sont f de K. Donc, pourquoi est-ce que ça serait intéressant? Parce que ça peut s'appliquer du coup à des jeux dynamiques. Je disais qu'on a fait que pour l'instant, la seule chose dont je vous ai parlé, c'est des jeux en un coup. Pourquoi? Parce que si on regarde en gros l'opérateur de programmation dynamique de jeux répétés, où l'état peut dépendre de ce que vous avez fait dans le passé. Donc là, le jeu auquel vous jouez actuellement va dépendre de ce que vous avez fait dans le passé. Bah, à un moment donné, mon paiement, et mettons que ce que je regarde, c'est la moyenne des paiements, par exemple, sur un simple jeu. À un moment donné, mon paiement total, ça va être une fonction de mon paiement actuel et de mon espérance de gain futur. Et donc, je peux voir mon espérance de gain futur comme des paramètres. Okay, et donc, mon opérateur de programmation dynamique, ça va être un jeu paramétré de ce type. Et donc, résoudre ça, ça pourrait nous donner des renseignements sur ce qu'on peut dire des équilibres de jeux stochastiques dans lesquels il y a une structure temporelle. Et je pense que je suis arrivé au bout du temps imparti, donc je vais vous remercier. Et voilà, j'ai des références si vous voulez. Merci Guillaume pour ce très bel exposé et ces résultats vraiment magnifiques.